important, un sujet qui touche bien plus de monde effectivement qu'on ne le pense, comme le disait, Alix en introduction, donc ce fameux, syndrome de l'imposteur. On va parler à la fois, un peu de ce phénomène, de son impact dans notre vie, professionnelle et personnelle, parce que c'est quand même important d'avoir les 2 et on va forcément aborder toutes les solutions concrètes, de la manière dont on va pouvoir surmonter ce syndrome de l'imposteur. Avant de commencer, je vais vous poser une question, vous pouvez répondre dans le chat sans aucun problème. C'est qui ici a déjà ressenti qu'il ou elle n'était pas à la hauteur, malgré peut-être des preuves de compétences ou de réussite, mais qui malgré tout se disait bah non, je suis peut-être pas capable, ou alors c'est de la chance en fait. Si j'y arrive jusque-là, c'est vraiment parce que j'ai du bol, quoi. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on est plus de 70 à vivre cette sensation au moins une fois dans notre vie. Donc, c'est vraiment quelque chose de courant. Et le plus étonnant, c'est que c'est pas forcément lié ni à l'expérience, ni à nos nombreux succès ou pas. Oui, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, justement, c'est de comprendre pourquoi ce syndrome, il existe, d'où il vient, quelles sont les raisons à cela, et surtout comment ça va impacter notre quotidien et comment on peut s'en libérer pour arriver justement à s'épanouir pleinement tant dans la vie perso et pro, et arriver à trouver sa juste place et arriver à assumer la place que l'on mérite d'avoir dans la vie. Donc ça, c'est vraiment important. Pour démarrer, je vais vous partager du coup trois petites histoires. On va partir un peu en mode conte de fées. Il était une fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le syndrome de l'imposteur, ça touche tout type de personnalité et des personnalités qui sont aussi très brillantes. On va prendre l'exemple, le premier exemple, c'est Sheryl Sandberg, qui est l'ancienne directrice d'opération chez Facebook. Elle a une carrière qui est assez impressionnante, mais elle a également avoué un jour avoir ressenti qu'elle ne se sentait pas légitime dans ses fonctions. Elle s'est même surprise à attribuer tous ses succès à la chance plutôt qu'à son travail et à ses compétences. Et elle a appris, heureusement, et comme beaucoup, à dépasser ce doute en prenant justement conscience de sa valeur, et elle a essayé de s'entourer de mentors ultra bienveillants. Hop, attention juste au micro. Pensez juste à couper votre micro quand vous arrivez dans la salle. Ouais, top, merci. Donc ça, c'est le premier exemple. On a aussi Albert Einstein, lui qui a exprimé aussi son syndrome de l'imposteur. Et il avait même dit cette phrase: l'estime exagérée dans laquelle mon travail est tenu me fait peur. Je me sens obligé de penser que je suis un escroc involontaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va aussi voir, c'est cette impression d'être un imposteur et d'être un escroc, et que ça va être dévoilé à un moment donné. Ça fait partie des symptômes du syndrome de l'imposteur. Et en fait, c'est quand même quelqu'un qui est connu pour toutes ses contributions tant autour de la physique. Et malgré tout, cette personne doutait constamment de son génie et de ses capacités. Et puis, le troisième, ça va trop vite. Le troisième exemple que je voulais vous partager, c'était Michelle Obama, qui a souvent parlé du fait qu'elle avait du mal à croire qu'elle méritait sa place, que ce soit en tant qu'étudiante à Princeton ou en tant que première dame des États-Unis. Elle a longtemps lutté contre cette petite voix intérieure qui lui disait qu'elle n'était pas compétente, qu'elle n'était pas qualifiée. Et aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel elle travaille énormément, et elle encourage beaucoup les jeunes adolescents à prendre conscience de sa propre valeur. Donc, elle est impliquée aujourd'hui dans beaucoup de programmes là-dessus, notamment autour de l'éducation. Et donc, ça montre vraiment que ce syndrome de l'imposteur, ça ne dépend pas de notre succès, ça ne dépend pas de notre niveau de compétence, ça ne dépend pas du fait qu'on soit connu ou pas connu, parce que ces gens-là sont quand même connus. Encore une fois, ça peut toucher tout le monde, les plus brillants d'entre nous, et c'est souvent les personnes qui ont, pour le coup, beaucoup de compétences, qui ont souvent cette impression d'être des imposteurs, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, comprendre un petit peu ce syndrome de l'imposteur, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en considération. Il y a toute une partie psychologique, et c'est des éléments qui sont clés en fait dans ce syndrome de l'imposteur. On a la première chose, c'est la théorie de l'attribution.
On s'est peut-être déjà retrouvé à un moment donné dans une situation où on avait accompli quelque chose qui était quand même important pour nous, mais au lieu de nous féliciter, eh ben, on se dit: «Bah non, c'est un coup de chance», ou «Bah, j'ai réussi parce que quelqu'un, m'a aidé au bon moment, c'est ce qui m'a permis d'avancer sur ce projet», et c'est exactement l'explication de cette théorie de l'attribution. Et en fait, très souvent, les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur ont tendance à attribuer les choses qui réussissent à des facteurs externes. C'est-à-dire qu'ils pensent que, ils ont réussi par hasard, que, parce qu'ils sont dans une circonstance qui était plutôt favorable, qui les a aidés à réussir, ou même ils se sont dit: «Non, mais parce que les gens avec qui je travaille sont plutôt indulgents, ils sont pas très exigeants, donc» et en fait, à aucun moment ils disent que c'est vraiment leur talent ou leur travail qui leur a permis de réussir. Et en revanche, quand ces personnes vont rencontrer des échecs, eh ben, c'est plutôt un raisonnement inverse qu'ils vont faire. C'est bah non, si j'ai raté, c'est parce que je suis incompétente, c'est parce que justement je suis pas assez intelligente, ou parce que j'ai tel et tel défaut qui fait que j'en suis pas capable. Et ça, si on prend un exemple, c'est l'idée de, on va recevoir une promotion au travail. Une personne qui aurait confiance en elle va plutôt se dire bah, c'est normal, j'ai travaillé dur, j'ai prouvé ma valeur. Donc elle dit bah oui, c'est logique que j'ai une promotion. Et puis une personne qui va avoir le syndrome de l'imposteur, elle va dire bah, en fait j'ai eu de la chance, mon manager a sûrement été sympa avec moi, ou peut-être qu'il y avait une personne d'autre. Personne d'autre était disponible, donc ils se sont dit bah, autant donner la promotion à un tel, ça va lui faire plaisir. Donc encore une fois, on s'imagine que c'est pas pour notre travail qu'on est promu dans notre travail. Et ça, le problème, c'est plus on va minimiser sans cesse les réussites et on va amplifier nos échecs, et ben en fait, on va donner raison à ces personnes qui pensent que l'on n'est pas capable, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Et en fait, c'est vraiment un cercle vicieux on va douter de nous et on va s'auto-saboter. Donc, si encore ces pensées n'étaient que des pensées, qu'on se disait non, mais je suis nulle, c'est pour ça que je suis jamais augmentée. Mais le pire, c'est qu'on va les verbaliser, on va en parler, on va les dire. Et donc, plus on va le verbaliser, plus on va nous aussi se convaincre que c'est normal de ne pas être à la hauteur. Et plus les autres vont l'entendre aussi. Et si les autres commencent à l'entendre, ils vont peut-être commencer aussi par le croire. Et donc, ça, c'est vraiment un schéma de pensée qui est très puissant, parce qu'il renforce la peur d'être démasqué. Un jour, ça va savoir que j'ai ce syndrome de l'imposteur, et ça va pousser beaucoup de personnes à travailler encore plus. Donc, on va te dire, bah, oui, mais je veux pas que ça sache que je suis un imposteur, donc bah, je vais mériter ma place, donc je vais travailler 10 fois plus dur. Et ça, on le voit, les gens qui sont justement ultra perfectionnistes, très souvent, ils ont ce syndrome de l'imposteur. Et donc, en fait, en essayant d'alimenter encore davantage ce syndrome, enfin, en travaillant un, deux, trois, j'y arrive, en travaillant davantage, on va alimenter le syndrome. Parce que plus on travaille, plus on va se dire que si on travaille, c'est parce que justement, on n'est pas assez compétent. Et donc, en fait, on tourne en rond. Je vois vraiment le petit hamster qui tourne dans sa roue. C'est vraiment totalement l'image qu'il faut avoir. D'ailleurs, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de pensée en réussissant quelque chose? Est-ce qu'à un moment donné, ou peut-être quelqu'un de votre entourage, s'est déjà dit: «Bah oui, je suis pas capable, je vais être démasqué, donc il faut que je travaille davantage pour mériter ma place». Déjà, si un jour la réponse elle est oui, ou oui peut-être un petit peu, c'est du syndrome de l'imposteur. Donc ça, on a vraiment cette première origine, qui est vraiment la théorie de l'attribution. Ensuite, en deuxième origine, on a beaucoup de biais aussi. Les biais cognitifs sont quand même très nombreux. Et notre cerveau, alors c'est une machine formidable très souvent, mais malheureusement, parfois, il nous joue des tours. On a tendance à interpréter la réalité d'une manière qui va renforcer nos croyances. Et dans ce cas, bah, le syndrome de l'imposteur, ça veut dire qu'on va amplifier nos doutes et ça va amplifier notre insécurité. Sauf que le cerveau, il n'aime pas ça. Il n'aime pas être dans une situation d'insécurité. Il n'aime pas le changement, notre cerveau. Et donc, il va toujours chercher des parades pour éviter ce genre de choses. Donc, il y a 3 biais aujourd'hui qui sont importants et qui vont alimenter ce sentiment d'être un imposteur et donc d'être démasqué, d'avoir cette peur d'être démasqué un jour. On a le biais de confirmation. C'est imaginer que vous pensez ne pas être à la hauteur, et vous allez inconsciemment chercher des preuves qui confirment cette croyance. Et en fait,
C'est-à-dire, quelqu'un vous fait une critique, vous fait un commentaire, et vous allez le percevoir comme une validation de votre incompétence. Alors qu'en fait, c'est peut-être, ça peut être un compliment, hein, peut-être que, si quelqu'un justement vous disait: «Ah beh, tu as bien travaillé, je suis content de toi», bah, ce compliment, votre cerveau, il va pas l'enregistrer. Il va se dire: «Non, non, ça c'est juste une formule de politesse, n'en tiens pas compte». Parce que lui, dans sa croyance, c'est: «Tu es incompétent, tu es un imposteur». Donc tu ne dois retenir que les éléments négatifs que les gens disent sur toi. Si quelqu'un dit quelque chose de gentil, n'en tient pas compte. Et en fait, inconsciemment, votre cerveau vous pousse à ne pas écouter les choses positives. Et ça, encore une fois, vous avez forcément déjà vécu ce moment où vous recevez des félicitations, on vous félicite pour un projet que vous avez réussi, mais dans votre tête, c'est non, mais ils sont juste gentils avec moi, ils ne pensent pas vraiment ce qu'ils disent. Ou alors, inconsciemment, vous allez même répondre merci, mais. Et le merci, mais j'ai pas fait grand-chose, c'est 3 fois rien. Merci, mais j'y serais pas arrivé sans l'aide de un tel. Inconsciemment, votre cerveau cherche à casser, encore une fois, ce mot, sympathique, ce compliment pour le remplacer par une excuse qui va, encore une fois, confirmer, cette impression on n'est pas à la hauteur. Et donc ça, c'est vraiment important de quand on vous fait un compliment, c'est juste d'arriver à dire: «Merci». Et de couper la phrase, de plus avoir le mais qui suit derrière, c'est juste merci, c'est gentil. Et déjà, cette première action d'arriver à s'arrêter à juste merci, vous verrez que déjà ça change énormément de choses. Ensuite, on a le biais de négativité. En fait, notre cerveau, encore une fois, il donne plus de poids aux critiques qu'aux compliments. Alors, on peut recevoir 10 retours positifs et une seule remarque négative. Et ben, c'est cette dernière remarque négative que le cerveau va retenir et ça va nous obséder pendant des jours. Pourquoi? Parce que on est encore une fois biologiquement programmé pour repérer tout ce qui est menace. Le cerveau a peur, est souvent en mode peur et donc il veut se protéger de toutes les menaces qu'il pourrait rencontrer. Et donc, encore une fois, ça c'est lié au cerveau du temps de la préhistoire. Et en fait, c'était un peu son mode de survie, c'est-à-dire que, autrefois, les hommes de Cro-Magnon, ils étaient dans un environnement plutôt hostile et du coup, dès qu'il y avait une menace, le cerveau, tout de suite, c'était: «Hop, il faut s'en dépêtrer». Donc là, c'était, si tu veux survivre face au lion qui est devant toi et il faut se mettre à courir. Et donc à chaque fois, face à chaque menace, le cerveau se mettait en action pour se protéger. Et aujourd'hui, on a tout ce cerveau reptilien, il a un peu évolué, mais il est quand même toujours là et en fait, donc ce biais de la négativité, il va nous pousser à suranalyser la moindre critique qu'on va recevoir et il va du coup nous pousser à ignorer tous les succès. Parce que pour lui, les succès, OK, c'est bien, mais c'est pas très grave. Il n'y a pas de danger derrière ça. Par contre, derrière une critique, il peut y avoir un danger. Donc, il va surcompenser avec cette critique. Et donc ça, c'est vraiment important d'arriver à être objectif le plus possible. Alors, c'est un long travail, hein, l'objectivité, mais d'arriver à poser des fois les choses simplement en disant voilà tous les compliments que j'ai reçus, voilà la critique que j'ai reçue. Bon, le poids à un moment donné, se dire la critique n'est peut-être pas aussi importante que les qualités et au besoin, peut-être que je peux améliorer des choses effectivement pour ne plus avoir ce genre de critique la prochaine fois. Et puis on a la comparaison sociale, hein, qui est terrible aussi, c'est-à-dire qu'on va en permanence chercher à se comparer aux autres, que ce soit notre entourage, que ce soit au travail ou pire encore, que ce soit sur les réseaux sociaux. On compare souvent, un peu, ce qui se passe en coulisses avec ce qui peut être vu sur la scène. C'est-à-dire qu'on voit que la réussite, on voit que les belles opportunités, on voit les moments de gloire, donc on voit, le sportif qui reçoit sa médaille, on voit la personne qui réussit et qui devient, speaker international, mais on voit pas toutes les difficultés ou tous les échecs que cette personne ou que toutes ces personnes ont rencontrés sur le chemin. Le sportif, il n'est pas devenu champion du monde, en une journée. Il s'est entraîné, il a rencontré des échecs, ça a été difficile, mais à chaque fois, il s'est relevé, il a avancé. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui doit être aussi analysé et le plus possible vu et compris. C'est-à-dire que derrière chaque réussite, il y a un échec. Et c'est tout à fait normal, encore une fois. C'est des choses qu'il faut arriver à avoir dans la tête en disant, OK, si un tel a réussi, c'est qu'il y a forcément une raison derrière. Et en tout cas, il y a forcément un travail derrière. C'est pas juste il a de la chance ou il est pistonné, non, il y a eu un travail. Ça va être vraiment des éléments qui vont être importants. Maintenant, on va aussi voir derrière ces biais,
il y a 2 grandes choses qui vont, impacter aussi, qui est un peu notre ennemi au quotidien et qui va impacter notre manière, encore une fois, de se sentir, un imposteur. On a notamment le lien avec le côté perfectionnisme et l'anxiété. C'est des facteurs qui sont vraiment importants, notamment le perfectionnisme, parce que souvent, on va se reconnaître dans certains comportements. Dites-moi si que je ne suis pas la seule. Le fait peut-être d'avoir, l'impression qu'un travail n'est jamais assez bien ou, même si vous avez passé des heures dessus et vous dites: «Ouais, mais il y a toujours un petit truc à améliorer». Le fait de, repousser un projet par peur qu'il soit pas parfait. Là, je devais le rendre aujourd'hui, mais je me rends compte qu'il faut que je l'améliore. Je vais plutôt l'envoyer demain après relecture. Ou alors on va se focaliser uniquement sur les erreurs plutôt que ce qui a été bien fait. Ah mais là, le client, il m'a fait un retour, finalement, il y avait ça et ça qui allait pas, faudrait peut-être que oui, mais il t'a fait aussi une liste de plein de compliments. Donc encore une fois, oui, il y a des choses que tu peux améliorer, mais c'est pas catastrophique pour autant. Et donc ça, le côté ce perfectionniste, son gros problème, c'est qu'il va ça nous pousse à croire que tout ce qui est en dessous du 100 c'est un échec. C'est-à-dire que si je fais un truc à 98 ouais, mais enfin, il me manque 2 pour être à 100. Donc en gros, ah, j'y suis pas encore, 2. Donc faut aussi voilà, encore une fois, il faut relativiser et l'excellence, la perfection, c'est 2 choses différentes. L'excellence, c'est faire du mieux qu'on peut avec les ressources qui nous sont disponibles. Ça, c'est vraiment ce qui est important. La perfection, c'est, l'illusion qui nous empêche d'avancer et qui va, encore une fois, nourrir ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc on peut chercher l'excellence, c'est-à-dire qu'on va faire de notre mieux avec ce que l'on a, mais chercher la perfection, c'est, courir après une chimère. Encore une fois, hein, je peux imaginer un étudiant qui obtient une note de 16 sur 20, hein, si vous avez des ados. Plutôt que d'être satisfait, bah, il va ruminer pourquoi il lui manque 4 points, pourquoi il a perdu du temps à faire telle chose ou telle chose, et peut-être qu'il aurait plutôt dû écrire tel truc ou dire telle chose. Ça, c'est un raisonnement ultra destructeur. Parce qu'en fait, la personne va chercher la perfection, va se dire bah oui, mais je suis en quête de quelque chose d'inaccessible, je suis une éternelle insatisfaite. Et l'idée, c'est de dire, bah, regarde déjà tout le travail que tu as accompli, voilà la note que tu as obtenue, c'est très bien. Et c'est se dire, bah, tu as fait avec tes capacités. Maintenant, c'est, tu veux obtenir un 17 ou un 18 la prochaine fois, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Qu'est-ce qui te manquerait à la rigueur? Là, dans ces cas-là, on est dans une discussion. Et ça arrive très souvent. Moi, je travaille souvent en école, je vois beaucoup d'étudiants qui me disent: «Ouais, madame, pourquoi j'ai pas eu 18?» Tu as déjà eu 16, c'est quand même déjà pas mal. Donc ça, c'est important. Et puis après, on a le côté l'anxiété aussi. L'anxiété, c'est cette manière qu'on a de toujours nous auto-évaluer de manière négative. C'est-à-dire, ça va, encore une fois, l'anxiété, ça fonctionne en boucle. Plus on doute de soi, plus on stresse. Plus on stresse, plus on a peur d'être démasqué. Plus on a peur d'être démasqué, plus on cherche à surperformer pour prouver qu'on mérite notre place. Encore une fois, cercle vicieux. Au bout d'un moment, ça devient forcément épuisant. C'est un stress chronique, c'est de la fatigue mentale, c'est même des fois un burn-out qui peut arriver. Donc ça peut être quand même des conséquences directes à ce mécanisme de toujours de plainte et de reminement et de sabotage. Donc après, c'est quand même des troubles psychiques qui peuvent quand même se développer là-dessus. Donc c'est quand même grave. Donc si vous êtes déjà retrouvé à travailler beaucoup, plus que nécessaire, pour prouver que vous étiez légitime, c'est déjà probablement un schéma qui est déjà en œuvre chez vous. Donc ça, c'est vraiment des éléments à faire attention. Après, on a vu comment le perfectionnisme et l'anxiété pouvaient aussi alimenter ce syndrome. Se poser la question, c'est d'où ça vient? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on ressent souvent ce phénomène autour de nous? Et ça, c'est une grande partie, et désolée pour les parents, mais c'est une grande partie en rapport avec la réussite ou l'échec qui s'est construit pendant l'enfance. En fait, dès notre plus jeune âge, on a intégré des messages qui vont façonner notre vision de nous-mêmes et de notre valeur. Typiquement, alors, l'éducation qu'on reçoit est basée sur de l'excellence ou sur de l'approbation, qui va venir de l'extérieur. On a beaucoup d'enfants qui grandissent avec l'idée qu'ils doivent toujours être les meilleurs pour être reconnus ou pour être aimés. C'est-à-dire qu'ils vont rechercher l'amour de leurs parents et donc pour ça, ils doivent être parfaits et donc ils vont chercher la perfection. Si on valorise uniquement les résultats scolaires, bah, les enfants peuvent aussi croire que leur valeur va dépendre uniquement de la performance et donc des efforts, enfin
La performance, c'est pas vraiment des efforts qu'ils vont faire. Encore une fois, l'enfant qui ramène, je sais pas moi, un 12, un 13 ou un 15 sur 20 et on lui dit: «Bah, pourquoi tu as pas eu 20 en fait?» Ou on compare. «C'est quoi la moyenne de la classe? Ah, toi tu as eu 14 mais la moyenne de la classe c'est 16. Du coup, pourquoi tu es pas au-dessus de la moyenne? Du coup, tu es moins bon que la plupart». Et donc on va mettre l'enfant dans une croyance de, «Je dois faire mieux, je dois mieux faire». C'est, bien faire, c'est bien, mais ça suffit pas. Toi, tu dois être mieux, tu dois être excellent, tu dois être parfait et ça forcément, bah, c'est aussi un schéma qui va se répéter, une fois qu'on est adulte. On a aussi les attentes un petit peu, de la famille, la pression de la réussite à tout prix, c'est quelque chose qui peut être souvent omniprésent. On a, on a aussi des parents qui vont dire: «Tu dois être le meilleur, tu dois faire mieux que nous, si on fait ça, c'est pour que tu aies une vie plus belle que la nôtre» et ça, encore une fois, ça va amener l'enfant à avoir un sentiment qu'il est pas à la hauteur, même une fois adulte, parce qu'il doit toujours faire mieux. Les attentes des parents étant très élevées et ben, l'enfant se mettra toujours des attentes aussi beaucoup plus élevées et une fois adulte, il fera la même chose et effectivement, à un moment donné, bah, cette pression, l'empêchera de trouver sa place et d'être heureux. Et puis, bah, on a aussi toute l'influence de l'environnement scolaire, la comparaison, le classement des élèves, la félicitation pour les meilleurs. Moi, j'ai connu une époque, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, mais où on nous distribuait les notes du moins bon au meilleur ou du meilleur au moins bon. C'est-à-dire que les notes étaient classées, donc on savait qu'une fois qu'on avait passé la note des 17, 16, bah, qu'on était plutôt vers le bas. Voilà, c'était avec toujours la petite phrase bien sympathique du prof qui allait avec. Et donc ça, c'est vraiment important. Donc, on a éduqué aussi malheureusement nos enfants avec cette peur de l'échec, parce qu'ils assimilent encore une fois l'échec à un manque d'intelligence, au lieu de le voir comme plutôt une opportunité de progression. C'est-à-dire comment on peut apprendre autrement, davantage, pour justement améliorer nos notes. Et la conséquence à l'âge adulte, bah, c'est que bah, dès qu'on nous fait une critique, que ce soit au travail ou dans la vie perso, et bah, tout de suite, c'est vu comme une preuve de notre incompétence. Il y a aussi la comparaison dans les familles, dans les fratries entre frères et sœurs, entre les cousins et les cousines. Oh, regarde, ton cousin, il a fait telle école. Oh, regarde, ton cousin, il a fait une meilleure carrière. Les comparaisons frangin-frangine, quand vous arrivez dans une école et que les profs, vous avez fait la même école que votre frère ou votre grande sœur, et que la première chose que vous disent les profs, c'est ah ben j'espère que tu seras soit meilleur, soit aussi bon, ou soit enfin voilà, aussi bon que ton frère ou meilleur que ta sœur parce que c'était vraiment pas fameux avec elle. Tout de suite, on nous met en comparaison et donc on va chercher cette, ce compliment, cette acceptation, on doit faire mieux. Et donc ça, c'est vraiment, encore une fois, toutes ces croyances qui nous viennent souvent de nulle part, hein, malgré tout, bah, elles se construisent très jeunes. Souvent, c'est de la construction qui est plutôt inconsciente, hein, c'est pas les parents qui forcent absolument ou l'école ou c'est inconsciemment, c'est une répétition de plein de choses et ce qui est important, c'est qu'on peut déconstruire ce genre de schéma, parce que c'est ça aussi qui va être rassurant, c'est que, bah, quand on prend conscience que ces schémas existent, c'est comment on va aider, bah, les enfants et même, une fois qu'on est adulte, à déconstruire ces schémas. Il y a ça aussi et puis, comme je parlais aussi de l'environnement social et professionnel, bah, toute la partie de la culture de l'entreprise axée sur la performance. C'est-à-dire qu'on parle souvent de performance en entreprise, il faut toujours chercher à être performant, donc on va nous mettre beaucoup de pression aussi dans pas mal de milieux professionnels. Donc on va valoriser les résultats, on va valoriser les chiffres, on va valoriser les objectifs atteints, mais on va pas, encore une fois, valoriser les efforts que les personnes ont réalisés, les apprentissages qu'on a pu avoir. OK, on n'a peut-être pas réussi tel projet, mais voilà ce qu'on a appris et donc voilà ce qu'on va pouvoir faire mieux la prochaine fois. Et en fait, certains environnements vont même encourager cette mentalité du toujours plus. On le voit beaucoup dans certaines startups où on se sent jamais assez compétent, on n'est jamais assez productif et donc c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et quand quelqu'un dit, je sais pas, un salarié est simplement content d'avoir accompli un projet, d'avoir réussi une mission et donc et ben, il se dit: «Bah, OK», qu'on dit: «Bah, je suis content de moi» et qu'il l'affirme en disant: «Bah, voilà, je suis content de moi, je suis content, j'ai bien bataillé devant le client et finalement il nous donne le budget, on va pouvoir développer le projet» et qu'en face, on a un manager qui nous dit simplement: «Bah, c'est normal, c'est ton job, tu es payé pour ça»
Et ben, ce manque de reconnaissance, et ça c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup en entreprise, ce manque de reconnaissance va forcément à un moment donné engendrer ce manque de légitimité, et on va se mettre à douter, on se met à douter de notre travail, à douter de notre valeur, à douter de nos compétences. Et donc, la prochaine fois qu'on fait quelque chose, on va se dire, bah, en fait, ça n'a rien d'exceptionnel ce que j'ai fait, c'est juste normal. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très destructeur dans le monde de l'entreprise. Et donc, la valorisation des actions que peuvent faire les gens, bah, c'est ultra important, forcément, quoi. On est dans une industrie aussi qui est très compétitive, c'est-à-dire que bah, forcément, ça, ça va nous, le syndrome de l'imposteur s'expose encore plus à nous, les meilleures académies, le niveau d'exigence est forcément très élevé, donc on est entouré de collègues ultra compétents, on va se comparer en permanence. Ah, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait telle entreprise, moi j'ai fait tel truc, puis moi j'ai tel certif. Et donc en fait, c'est la surenchère un petit peu par rapport aux égos des uns et des autres. Bah, le problème, c'est qu'on oublie aussi, c'est que bah, on est aussi compétent. Alors, on n'a peut-être pas fait le même parcours, on n'a pas les mêmes atouts, on n'a pas les mêmes forces que les autres, mais on a aussi des compétences, on a aussi des atouts, on a aussi des forces, on a aussi un parcours sur lequel on peut être fier. Et donc, c'est encore une fois ne pas chercher à se comparer par rapport à nos voisins, nos collègues, et se dire, bah, OK, qu'est-ce que moi j'ai aussi et qui fait que bah, c'est normal que je sois là, je mérite ma place. Ça, c'est vraiment important. Et puis, bah, l'impact des réseaux sociaux, vous connaissez tous, que ce soit du LinkedIn, de l'Instagram, du TikTok, peu importe. On est exposé à chaque fois aux success stories en permanence. On parle de promotion, de réussite, de personnes qui sont meilleures les unes que les autres. Et inconsciemment, on va chercher à se comparer. Donc ça, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est que le haut de l'iceberg qu'on voit. On ne voit pas en dessous les échecs, les doutes, les efforts. Alors, ça commence un peu plus sur les réseaux à parler de tout ce qu'on ne voit pas. Mais en tout cas, quand on est seul, et je pense encore plus si vous avez des ados à la maison, et ben, le fait de se comparer constamment via les réseaux sociaux, et ben, ça donne l'impression qu'on est le seul à galérer, alors que c'est faux. On est entouré de personnes qui galèrent, sauf que personne n'en parle. Et cette comparaison, pour le coup, elle est vraiment compliqué. Et tout cet environnement, encore une fois, hein, que ce soit au travail ou sur les réseaux, ces environnements vont conditionner les doutes que l'on a sur nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. Donc là, maintenant qu'on a vu un petit peu comment le syndrome de l'imposteur bah, influence directement un peu notre carrière, notre confiance en nous et notre santé mentale, c'est les 3 impacts qu'il va y avoir là-dessus. Vous allez voir que c'est vraiment, vraiment important. La première chose, bah, c'est sur votre carrière, c'est déjà le côté procrastination et auto-sabotage d'une certaine manière. Quand on doute qu'on est légitime, bah, on est plutôt tenté à remettre au lendemain certaines choses, parce qu'on a peur, encore une fois, de ne pas être à la hauteur. Résultat, bah, plus on repousse, plus la pression elle monte et plus on est convaincu qu'on n'est pas à la hauteur. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut arriver à comprendre. Donc cette difficulté à accepter les promotions ou les opportunités qui pourraient aussi se confier à nous. C'est-à-dire que combien de fois on a hésité peut-être à postuler à une offre parce qu'on ne correspondait pas à 100% aux critères, on correspondait à peine à 70% des critères et on s'est dit, bah non, je ne suis pas assez qualifiée, je ne vais pas postuler. Donc là, rien que ça, c'est de l'auto-sabotage. Il y a même des personnes qui ont déjà refusé des promotions parce qu'elles étaient persuadées qu'elles ne méritaient pas cette évolution. Si on devait attendre d'être encore une fois 100% prêt pour chaque opportunité, bah, on n'avancerait jamais en fait. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut arriver à mettre en avant, quoi. La surcharge de travail aussi pour compenser ce côté illégitime. On a beaucoup de personnes qui souffrent de ce syndrome, qui ont tendance à en faire toujours plus. J'ai envie de dire même un peu trop. C'est-à-dire qu'elles vont accepter toutes les missions, elles vont tout le temps dire oui, elles vont potentiellement travailler plus tard que les autres, elles vont faire moins de pauses, parce qu'elles ont tellement peur d'être vues comme incompétentes qu'elles veulent se prouver le contraire, et parce qu'elles sont toujours persuadées qu'elles n'ont pas de valeur. Donc, bon, résultat, on a quoi? On a de la fatigue, on a une perte de motivation et encore une fois, un risque de burn-out. C'est pas pour rien qu'on a beaucoup de personnes qui parlent de burn-out aujourd'hui. C'est tous ces phénomènes qui, à mon avis, mis bout à bout, poussent les gens à bout. Et on se pousse aussi des fois nous-mêmes à bout parce qu'on oublie de s'écouter, d'écouter notre corps et bah, de mettre sur pause. Encore une fois, on est sur
dans des métiers ou dans des environnements de travail où il faut aller toujours plus vite, toujours plus loin. De temps en temps, ça fait du bien juste d'appuyer sur la pédale frein en disant: on va freiner un petit peu les gars et on va aller moins vite et on va se faire plaisir. Et donc ça aussi, c'est des éléments qui sont importants. Voilà, fatigue, surcharge de travail, c'est ce que je disais. On a aussi sur la confiance en soi, c'est forcément important parce que on s'est déjà on s'est déjà posé, c'est déjà arrivé de réussir quelque chose d'important encore une fois. Et au lieu de savourer cette réussite, de dire ah, je suis content de moi, j'ai réussi, c'est cool. Bah, encore une fois, on se dit que c'est juste de la chance. Et donc en fait, chaque succès que vous allez réaliser, que vous allez avoir, en fait, votre syndrome de l'imposteur va le minimiser et va amplifier plutôt le doute. Et donc, en fait, bah non, tu devrais pas trop être visible parce que tu devrais pas trop en parler, tu devrais pas trop être fier parce que, à un moment donné, les autres, ils vont se rendre compte que tu es pas compétent, ça va savoir. Encore une fois, l'idée, c'est qu'à un moment donné, vous allez le mettre, rentrer cette information dans votre cerveau et que bah, moins vous allez vous valoriser, moins votre cerveau va enregistrer que vous avez de la valeur, forcément, parce qu'il va plutôt enregistrer tout ce qui est critique. Et au moment où vous allez passer des entretiens, au moment où vous allez avoir une réunion, où vous allez justement pouvoir, ou simplement un échange avec un collègue, hein, mais où vous allez justement devoir parler de vous, présenter vos projets, présenter vos réussites, tout ce qui fait que quelqu'un va avoir envie de travailler avec vous ou de vous proposer un projet dans le cadre d'une réunion, et bien en fait, inconsciemment, verbalement, vous allez utiliser des mots négatifs parce que dans votre tête, dans votre cerveau, on a retenu que les critiques. Donc ça va être bah oh bah c'est rien, tout le monde peut le faire. Oui, c'est vrai que je travaille sur ce projet mais c'est pas grand-chose ou j'ai un peu travaillé là-dessus ou alors c'est on utilise le on a travaillé sur tel dossier. Non, c'est toi qui as travaillé sur tel dossier, oui, tu as été épaulé par des personnes, mais c'est ton projet à la base. Et en fait, on va s'auto-saboter. Et ça, en entretien d'embauche, ça s'entend quand on est recruteur. En fait, à un moment donné, on entend les mots négatifs et on va les retenir beaucoup plus facilement que si vous disiez que des choses positives. Et donc, à un moment donné, on va se dire, bah attends, cette personne, elle a clairement pas confiance en elle, j'ai pas envie de bosser avec elle, en fait. Et ça, c'est tout à fait légitime de se dire, bah ouais, mais si cette personne, elle a pas confiance en elle, on va avoir un problème dans l'équipe. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'arriver dans le monde professionnel à savoir se vendre. Alors, se vendre, même si c'est un mot que tout le monde n'aime pas, mais en tout cas, c'est apprendre à se valoriser, apprendre à mettre des mots sur ses réussites, sur les choses sur lesquelles on peut être fier. Et ne plus hésiter à donner son avis en réunion, ne plus avoir peur de poser des questions, parce qu'on on a peur de paraître ignorant en posant une question alors qu'en fait pas du tout. Ça permet des fois de relancer le débat. Ne plus avoir peur de prendre des initiatives parce que potentiellement on doute de sa valeur ou de ses idées, donc on n'ose pas trop y aller. Alors en fait, en faisant ça, vous allez devenir de moins en moins visible dans l'entreprise, ce qui va forcément freiner la reconnaissance, votre évolution professionnelle. On va moins vous voir, on va moins vous entendre, donc vous allez disparaître. Clairement, on va vous comparer aux meubles, parce qu'on ne vous verra plus. Il y aura plus d'éléments distinctifs qui dira: «Bah, tiens, on reconnaît, Mathieu et Margot et on ne sait pas, bah, non, ils sont dans la masse». Et donc ça, c'est vraiment important, encore une fois, de comprendre que ce syndrome, il nous empêche pas seulement d'évoluer dans notre carrière, mais en fait, ça va toucher notre confiance en nous. Plus on reste dans ce syndrome, moins on a confiance en nous, moins on arrive à nous exprimer avec les autres. Et si on n'en prend pas conscience rapidement, bah, ça va impacter, encore une fois, notre santé mentale. Et ça aussi, c'est très important. La santé mentale, alors c'est un petit warning que je fais parce que c'est quand même très important. Lorsqu'on est tout le temps en train de douter, on est en ce qu'on appelle en hypervigilance. C'est-à-dire qu'on va analyser chaque retour, on va travailler encore une fois plus que nécessaire, on va ressentir une pression constamment. Et en fait, ça va nous pousser à l'épuisement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que c'est comme on est poussé à en faire toujours plus, qu'on va accumuler les tâches, accumuler le oui, 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 je vais t'aider, oui, 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 je peux le faire. On fait moins de pauses, on s'investit beaucoup trop, on part à l'épuisement. Et l'épuisement, bah, à un moment donné, on craque, c'est tout à fait normal. On ressent à la fois une fatigue émotionnelle et une fatigue physique. C'est l'épuisement total. Et c'est, encore une fois, c'est légitime parce qu'on n'a pas su mettre un coup de frein à un moment donné. Et ce sentiment qu'on va avoir de solitude, d'isolement, parce qu'on ne va pas oser en parler à quelqu'un, parce qu'on se dit mais je suis la seule à vivre ça, les autres ils sont ultra compétents puisque les autres me montrent que leur réussite, que leur succès, et qu'on n'a pas envie que les autres voient qu'on est potentiellement incompétent, qu'on est... Et encore une fois, on va s'enfermer dans tout ça.
n'oubliez pas, on est 70 à vivre, avec ces doutes à un moment donné dans notre vie. Donc, là typiquement, on est, combien on est là? Là, on est 35, donc ça veut dire qu'on a quand même 70 à sentir ce syndrome. Peut-être plus aujourd'hui parce que le thème vous a plu, mais encore une fois, c'est quelque chose de normal. Ce qu'il faut juste, c'est juste d'arriver à l'accepter, de ce syndrome, il fait partie de notre vie, on l'accepte et à un moment donné, on va mettre en place des choses. Et donc ça, c'est encore une fois quelque chose d'important. Quelques stats pour appuyer bien là-dessus. 70% donc des personnes expriment ce syndrome au moins une fois dans leur vie, donc 7 personnes sur 10, donc c'est quand même pas rien. Peu importe notre statut, notre âge, notre culture, on est tous touchés par ça. 58% des femmes en entreprise déclarent avoir déjà ressenti qu'elles ne méritaient pas leur place. Je trouve ça juste incroyable. Donc oui, les femmes sont très touchées par le syndrome de l'imposture, enfin de l'imposteur, hommes et femmes d'ailleurs, hein, les deux. Notamment parce que bah, il y a aussi encore une fois les attentes liées à l'éducation qu'on a pu avoir, qui sont restées bien ancrées en nous. Aussi ce qui est attendu par les entreprises. Donc voilà, moi, je me suis rendu compte un jour, quand je faisais un cours avec des étudiants, qu'on cherchait des rôles modèles pour justement nous donner, nous motiver à aller vers ce type de métier. Et inconsciemment, les rôles modèles que je sentais, c'était des rôles modèles masculins. Et là, d'un coup, j'ai fait pause, je me dis, attends, mais pourquoi j'ai pas de rôle modèle féminin dans ma tête? Et en fait, avec les étudiants, on a fait un travail pour aller chercher autant de rôles modèles masculins que de rôles modèles féminins, parce que c'est ce qui doit aussi nous inspirer au quotidien pour justement nous pousser à aller au-delà. Donc, c'est aussi important que bah, quand on a des enfants, des ados, et même quand on est adulte, de travailler nos rôles modèles féminins pour se dire, bah, on est capable, on peut le faire. Et 60% des entrepreneurs souffrent de ce sentiment en raison des risques et de l'incertitude liée à leur métier. Parce que, bah oui, lancer son entreprise, bah, ça demande d'affronter quand même l'inconnu. Donc, on est quand même face à de la peur, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas trouver des clients, peur de ne pas leur plaire, ce genre de choses. Donc, c'est tout à fait normal. Encore une fois, que bah, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire bah non, si je réussis, c'est grâce à la chance, ou c'est par les circonstances, j'ai rencontré un tel en soirée, c'est de la chance. Non, c'est un travail qu'on a fourni, c'est de la visibilité. Donc tout ça, encore une fois, il faut arriver à mettre des mots positifs, et je vous donnerai des exercices à faire à la maison aussi pour vous aider à travailler là-dessus. Vous pouvez le faire en famille même, ça peut être important. Là, on a vu maintenant, on a identifié vraiment le problème, et on va voir comment on va reconnaître concrètement ce syndrome chez soi ou chez les autres, parce que c'est aussi important d'arriver à dire tiens, un tel et un tel a peut-être un syndrome. Les syndromes les plus courants, on l'a vu, c'est l'autodévalorisation, c'est-à-dire que la personne va vous dire des petits mots comme c'était rien, tout le monde aurait pu le faire, dire encore une fois, on attribue ça à de la chance, à l'aide qu'on a reçue auprès d'une personne. Donc ça, c'est les premiers éléments. On a le fait de surtravailler, donc encore une fois pour compenser un manque perçu, c'est-à-dire que on se sent illégitime, donc on va en faire plus que les autres. Encore une fois, c'est plus d'heures, plus de tâches, plus de oui, on va éviter de déléguer, c'est-à-dire que c'est typiquement la personne qui va tout garder pour elle parce qu'elle ne sait pas, elle ne veut pas, elle n'ose pas déléguer de peur encore une fois, d'être démasquée si jamais elle commençait à déléguer. On n'oublie pas, ça amène tout ça à de l'épuisement. Et la peur d'être démasqué, parce que on a peur de se dire que bah, on n'est pas compétent et se dire bah, ça va se savoir, donc il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dise et à ce que je fais pour être sûr que personne ne voit. Ça, c'est vraiment les trois éléments qui vont sur lesquels vous pouvez dire tiens, cette personne potentiellement, elle a peut-être le syndrome de l'imposteur. Il y a 5 profils au sein, enfin, il y a 5 manières de se manifester en fait, parce que ça ne va pas se manifester de la même manière chez tout le monde. Il y a une chercheuse qui s'appelle Valérie Young qui a identifié 5 profils types en fait, et l'idée c'est de voir un peu bah, quel profil est le vôtre ou quel profil est la personne que vous connaissez, parce qu'ils ont chacun des profils un peu particuliers. On a le perfectionniste en premier. Pour ce profil, en fait, c'est le profil où tous les détails comptent. Il pense que tout doit être parfait et que s'il y a une erreur, et ben, cette erreur, ça va prouver qu'il est incompétent. Donc en fait, même si cette personne, elle a eu des bons résultats, elle a réussi un projet ou quoi que ce soit, cette personne va se focaliser uniquement sur les petits défauts. Et en fait, c'est une personne, encore une fois, qui va avoir du mal à déléguer,
parce qu'elle a peur que les autres fassent, pas aussi bien qu'elle, et ça, c'est une phrase qu'on entend souvent. «Oui, mais le temps que je lui explique et que je lui montre, j'aurais aussi vite fait de le faire et puis de toute manière, il le fera jamais aussi bien que moi». Le «il le fera jamais aussi bien que moi», syndrome. Et donc ça, c'est, et on le voit, bah, ça va être le collaborateur qui va passer, des heures à peaufiner un rapport, alors que le rapport, il est déjà excellent dans sa première version, mais on cherche toujours mieux. Donc ça, c'est le perfectionniste. On a le super-héros aussi. Le super-héros, c'est celui qui se met une pression de dingue, car il pense que, il doit travailler plus que les autres pour prouver sa valeur. Bah oui, je suis entourée de personnes qui sont tellement exceptionnelles, qui viennent tous de telle et telle école ou qui viennent tous de telle et telle entreprise, qui ont des parcours de dingue, mais qui je suis moi à côté pour pouvoir dire que je suis compétent? Et donc, il va avoir tendance à accumuler un max de responsabilités et il va jamais dire non. Et en fait, cette personne, elle ressent, à chaque fois de la culpabilité si elle prend une pause, si elle s'arrête, si elle va déjeuner avec quelqu'un, parce que dans sa tête, c'est: «Oh, mais je travaille pas assez dur en fait», et ça, et on le voit, toutes ces personnes qui vont rester tard au bureau, même quand c'est pas nécessaire en fait. C'est juste pour prouver mon engagement. Non, mais moi j'ai envie de faire du bon travail et je voudrais être sûre, ou je veux prendre de l'avance pour demain, ou je veux ceci. On cherche des excuses en fait. À un moment donné, il faut rentrer chez soi. Et donc le super-héros, c'est, il s'auto-sabote, mais en se mettant une pression, vraiment énorme sur les épaules. Encore une fois, n'oubliez pas, hein, c'est fatigue, surmenage, enfin c'est tout ça à chaque fois amène, aux mêmes conséquences, hein, malheureusement. On a le génie naturel. En fait, c'est un profil qui croit que les choses doivent être faciles et que si lui, il doit faire un effort pour apprendre ou réussir quelque chose, bah, en fait, c'est qu'il n'est pas doué. Et en fait, il se sent, totalement incompétent s'il comprend pas quelque chose immédiatement. Et donc à chaque fois, la personne, c'est, il va avoir du mal à accepter le fait que, bah, l'apprentissage soit progressif, que c'est même normal, enfin, ça fait partie de notre courbe d'évolution d'apprendre régulièrement, de désapprendre aussi, puis de réapprendre des trucs, et que, bah, si on veut s'améliorer, oui, il faut continuer à apprendre. C'est pour lui, et pour lui, c'est pas quelque chose de normal. Et donc, typiquement, on va avoir une personne qui va, abandonner un projet parce qu'il va se dire: «Non, mais si j'étais vraiment intelligent, j'aurais pas besoin de travailler autant, en fait. J'aurais compris tout de suite». Ça, on le voit, encore une fois, avec les étudiants quand ils, bachotent énormément et qu'à un moment donné, ils laissent tomber en disant: «Mais ça rentre pas, je comprends rien, c'est que je suis vraiment nul». OK, donc beh, non, en fait, personne n'est devenu un génie comme ça en claquant des doigts. Et donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est se dire: «Bah non, si ça vient pas naturellement, c'est que je suis nul». Non, c'est normal, il faut juste apprendre à le faire. Et le faut juste apprendre à le faire. C'est pas dans sa culture, au génie naturel. Ensuite, on a en 4, on a l'expert. Alors l'expert, lui, il pense qu'il doit tout savoir avant d'oser se lancer. Alors on retrouve beaucoup l'expert dans l'entrepreneuriat. Donc il va passer énormément de temps à se former, à rechercher des informations, mais il va hésiter à passer à l'action, en fait. À un moment donné, on n'arrête pas de lui dire: «C'est vas-y, lance-toi, propose ton idée, essaye. Non mais attends, c'est pas parfait, j'ai pas». Et moi, alors je l'ai beaucoup rencontré avec les entrepreneurs, chez les femmes aussi beaucoup. C'était: «Mais oui, mais mon site internet et mes cartes de visite, elles sont pas faites». Bah, so what en fait, tu peux quand même commencer à pitcher ton projet, tu peux quand même aller chercher des clients, et en fait, bah, s'il a pas toutes les réponses à toutes ces questions et s'il a pas l'impression d'avoir tout bordé et que tout était nickel, et pour lui, c'est pas un expert, il peut pas encore se lancer. Et typiquement, on le voit, alors on peut le voir aussi, en réunion quand vous posez des questions aux équipes et qu'à un moment donné, la personne, elle a peur de donner son avis, parce qu'elle a peur justement, de ne pas avoir toutes les réponses. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire, bah, on ne demande pas aux gens d'avoir toutes les réponses. C'est peut-être que tu as un bout d'une réponse et que, bah, si chacun donne son avis, si je mélange tous les petits bouts de réponses que j'ai reçus, on va arriver à avoir quelque chose de cohérent tous ensemble. Et se dire, bah, on a peut-être une partie de la réponse. Ou sinon, c'est, bah, tu nous aides juste à réfléchir pour qu'on trouve tous ensemble la réponse. Donc en fait, c'est, encore une fois, c'est, bah oui, mais moi, j'y connais rien, donc pourquoi je devrais en parler? Bah non, tu as certainement ton avis sur le sujet. Donc en fait, c'est si je suis pas expert, j'en parle pas. Et ça, on le rencontre quand même très souvent. Et puis, et alors on le rencontre très souvent, notamment sur LinkedIn, quand je dis aux gens: «Bah, allez-y, écrivez sur votre métier, sur votre secteur, n'ayez pas peur». «Non, mais je suis pas un expert». Ça tombe bien, c'est pas ce qu'on vous demande. Et ça, c'est quand même quelque chose qui arrive très souvent. Et puis en 5, on a le solitaire. Alors lui, il croit que le fait de demander de l'aide, c'est une faiblesse.
parce qu'il est persuadé qu'il doit savoir tout faire tout seul. S'il ne fait pas les choses tout seul, bah, c'est qu'il n'est pas capable de les faire, en fait. Et donc, à chaque fois qu'on lui dit: «Bah, tiens, est-ce que tu veux un coup de main sur tel projet?» «Non, non, non, je veux pas de soutien, je veux pas d'aide», alors qu'en fait, il en meurt d'envie, il en a cruellement besoin. Mais en fait, c'est: «Bah, non, je veux pas m'entourer, de collègues», ou dans les entreprises, vous avez des fois des programmes de mentorat et c'est le collègue qui dit: «Non, non, moi je veux pas d'un mentor, je suis», parce qu'il est persuadé que si vraiment il était compétent, enfin, encore une fois, comme il pense le contraire, mais pour prouver qu'il est compétent, il doit faire les choses tout seul par lui-même. Et que le fait d'avoir un mentor ou quelqu'un qui vient nous épauler, c'est une forme de faiblesse. Et donc ça, pour lui, c'est juste pas acceptable du tout. Euh, Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces... dans- Oui, je vois des oui de la tête. Euh, J'avais pas vu juste avant quel pourcentage d'hommes. Alors, on n'a pas forcément les chiffres sur les 70%, c'est autant d'hommes et de femmes. Sur un site où j'avais vu l'info, il disait juste que les hommes et les femmes avaient autant le syndrome de l'imposteur que les femmes. C'est juste que, bah, encore une fois, l'éducation qu'on a pu avoir ne nous pousse pas à en parler de la même manière. Les hommes, on ne nous a pas souvent éduqués à exprimer les émotions. Tandis que les femmes, on a été un peu plus éduquées à ça. Donc, on arrive à dire ce qu'on ressent, que, bah oui, on n'est pas légitime, on n'est pas compétent. Alors, souvent, on arrive à exprimer ce que l'on ressent, surtout quand c'est négatif. Et donc, bah, forcément, c'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de femmes en parler que d'hommes. Parce que sinon, les hommes, s'ils en parlaient, ils montreraient leur faiblesse et ils n'ont pas été éduqués à ça. Alors que, messieurs, vous avez le droit de le dire. Les profils peuvent-ils se mélanger? Donc là, du coup, Gonel se dit: oh, je corresponds à tous les profils. Il peut y avoir, ça peut dépendre des circonstances, mais effectivement, disons que normalement, c'est 5 profils un peu distincts, mais on se rend compte que selon les situations que l'on va vivre, bah, effectivement, on peut avoir un peu d'expert, un peu de ceci, un peu de cela. Donc oui, ils peuvent se mélanger. L'expert est dans le besoin de contrôle. Ouais, tout à fait. Parce que l'expert, puis ça le rassure, l'expert, d'être dans le contrôle, de se dire: «OK, j'ai tout qui est prêt, c'est bon, je maîtrise tout, peu importe la question qu'on va me poser, je vais pouvoir y répondre». Et donc il y a ça aussi, c'est pour ça qu'il a besoin de tout lire encore, encore, encore. Moi, j'avais connu, quand j'étais en entreprise, on avait des étudiants, des stagiaires, et j'avais un stagiaire qui était là, il avait déjà 2 masters à son actif et il envisageait d'en faire un troisième. Alors, je lui dis, à un moment donné, il faut aller travailler, quoi. C'est bien d'enchaîner les études, mais à un moment donné, il faut aller sur le terrain. Et en fait, on se rendait compte qu'il avait cette peur de ne pas être compétent et donc il voulait accumuler les diplômes pour légitimer une compétence. Et donc, bah, il y a eu un long travail à faire pour lui dire, non, mais en fait, tu es largement capable, n'aie pas peur. Fausse modestie, compliment, phishing égale syndrome de l'imposteur, tout à fait. Bah, dès que vous faites un compliment à quelqu'un et que la personne répond: «Ah oui, mais c'est 3 fois rien. Non, mais c'est pas grand-chose», c'est pas grand-chose. Il faut penser à tout ce que la personne a pu faire avant de dire: «Non, mais c'est pas grand-chose». Bah si, c'est du travail. Ou la personne qui dit: «Oui, mais», alors déjà moi le «oui, mais», déjà c'est directement syndrome de l'imposteur. Et souvent je leur coupe: «Mais oui, mais quoi?» Je dis: «Je te fais un compliment, pourquoi tu l'acceptes pas?» Et souvent là, on voit que la personne se dit: «Ah mais si, 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 bien sûr, ça fait plaisir», mais on sent qu'elle est pas à l'aise. Mon petit côté provoque de temps en temps. Maintenant qu'on a vu tout ça, vous allez me dire: «Bon Amélie, c'est bien mignon, on a compris, ce qu'était le syndrome, d'où il vient, comment on peut le repérer, mais comment on peut dépasser ce syndrome?» Parce que ça aussi, c'est quand même ultra important. Et ben oui, on va avoir plein de stratégies. Et je suis certaine que les stratégies dont je vais vous parler sont des choses que vous avez déjà entendu parler. Parce que c'est obligé, on les voit très souvent. C'est des stratégies qui sont quand même très liées aussi à la confiance en soi, parce que forcément c'est lié, hein, vous avez bien compris. Alors, comment on s'en libère? La première chose, je vous avais dit tout à l'heure qu'au moment de l'éducation, on avait été éduqué, voire un peu programmé d'une certaine manière. Et ben, on va désapprendre. Donc, on va reprogrammer beaucoup de choses qu'on a. Donc, la première chose, c'est on va reprogrammer un peu nos pensées, parce que le syndrome de l'imposteur, c'est encore avant tout une construction mentale, notre fameux cerveau. C'est une manière qu'on a de penser, et ça, il va falloir le modifier. Notre cerveau, il est aussi, en plus de nous jouer des tours, il est parfois un peu fainéant. Et donc, quand on lui donne une information, il a tendance à la ranger dans des cases. C'est ce qui va créer nos stéréotypes et nos préjugés. Et donc, de temps en temps, il faut lui dire:
Non, non, tu l'as pas rangé dans la bonne case là, il faut me le refaire le travail de classification. Parce que sinon, il va aller à la facilité et forcément, ça finit toujours mal. Donc on va changer notre discours intérieur. C'est-à-dire que, on a tous cette petite voix intérieure, qui, dès qu'on fait quelque chose, qui est là en train de nous commenter en disant: «Ça c'est bien, ça c'est pas bien», et en fait, bah, souvent, ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, ils vont plutôt avoir cette petite voix critique. Donc, ils ont plutôt soit l'ange, soit le démon. Bon, bah, nous, le syndrome de l'imposteur, on va plutôt avoir le démon. C'est non, mais tu as eu de la chance. Non, mais si tu étais vraiment compétent, les autres te le diraient, ça se saurait, en fait. Tu n'es pas aussi compétent. Tu as vu ton voisin? Il est meilleur que toi. Non, mais tu n'aurais pas dû accepter cette mission. Tu vas forcément échouer. Ça, c'est le petit diable sur notre épaule qui, lui, ne fait que nous critiquer. Donc l'idée, c'est d'inverser ça. Donc on va essayer de prendre conscience que toutes ces pensées qui sont automatiques et qui sont négatives, ben, en fait, il ne faut pas qu'on les retienne. Et on va essayer de les remplacer. C'est-à-dire que dès qu'inconsciemment ou consciemment, vous sortez une phrase dans votre tête ou que vous la verbalisez, peu importe, qui est négative, non mais pourquoi j'ai dit oui, je ne vais pas y arriver. Bon, typiquement, si un jour vous sortez cette phrase, vous devez tout de suite sortir votre calepin et votre stylo ou votre note sur votre téléphone pour remplacer cette affirmation par quelque chose de beaucoup plus bienveillant et de beaucoup plus positif. Donc, au lieu de dire, je sais pas, j'ai eu de la chance sur ce projet, bah non, j'ai travaillé dur pour y arriver. Donc, si on vous dit, bah, bravo pour ce projet, pour cette mission que tu as réalisée, on peut dire, bah, merci, ça me fait plaisir que tu le remarques, j'ai travaillé dur pour y arriver. OK, j'ai le droit d'expliquer le pourquoi je me dis parce qu'en même temps, encore une fois, le fait de le verbaliser, vous allez enregistrer ce compliment dans votre cerveau et vous allez enregistrer les mots positifs que vous allez utiliser. Donc vous allez vous entraîner, en fait, à ne dire des choses que positives et donc ça, c'est vraiment important. Hem et donc, adopter la mentalité de croissance aussi, ça c'est, Carol Dweck, je vous partagerai un de ses bouquins tout à l'heure, qui est, psychologue et qui avait, distingué, 2 types de mentalités. On a, ce qu'on appelle la mentalité fixe, c'est-à-dire c'est le fait de croire que nos compétences sont figées, et que, l'échec, c'est une preuve d'incompétence. Ou alors on a la mentalité de croissance, c'est-à-dire qu'on voit l'échec, OK, on a raté, on a échoué, mais c'est peut-être une opportunité de nous améliorer. Donc là, on va avoir l'opportunité d'apprentissage et on se dit, bah, OK, on peut évoluer parce que je crois en mes capacités et je crois en ma capacité d'évoluer. C'est-à-dire que je ne suis pas une personne figée dans le temps. Et je peux forcément m'améliorer. Je suis un peu comme le vin, plus je prends de l'âge, plus je me bonifie avec le temps. Et ben, cette mentalité de croissance, c'est vraiment se dire, bah, OK, soit je reste figée dans le temps, soit je me dis, bah non, en fait, plus ça va et plus je vais grandir, plus je vais apprendre, plus je vais m'améliorer et plus je vais m'épanouir et plus je vais être heureuse avec toutes ces connaissances que je vais avoir. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de remplacer aussi ce je suis nul en maths, chose qu'on entend quand même souvent, par bah non, je suis en train d'apprendre, je vais m'améliorer. Ou je suis nulle, je sais pas, en mécanique, et ben je vais apprendre, je suis en train d'apprendre. Et en fait, encore une fois, c'est mettre dans votre cerveau l'idée que on accepte la progression et que la progression, c'est bien plus important que la fameuse perfection qu'on cherchait depuis qu'on était ado. Et donc se dire: «Bah non, je suis en progression et c'est ça qui est bien». Et puis après, je peux vous recommander de tenir un petit journal. Je me fais mon auto-promo, j'en ai créé un, donc vous pouvez le trouver sur le QR code. C'est un journal des succès. Alors vous pouvez le faire aussi avec un bloc-notes vierge par vous-même, il y a aucun problème. L'idée, encore une fois, c'est on a tendance, à cause de notre cerveau, d'oublier toutes nos réussites, toutes ces choses pour lesquelles on peut être fier. Et en fait, c'est un excellent moyen de reprogrammer aussi notre cerveau, c'est de noter chaque jour une petite victoire. Alors, vous pouvez le faire sur votre téléphone, sur votre bloc-notes. Moi, j'aime bien le faire à la main parce que quand on écrit, notre cerveau est obligé de ralentir parce que la main ne va pas aussi vite que le cerveau. Donc, il faut prendre le temps de l'écrire. Donc ça, moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, vous avez reçu un compliment, hop, j'en prends note. Vous avez atteint un objectif, hop, je le mets en note. Je sais pas, j'ai accompli une tâche et je suis contente de l'avoir fait, hop, j'en prends note. Tout ce qui alors ça peut être des compliments que vous avez reçus, ça peut être aussi des compliments que vous vous faites à vous-même. C'est aussi important de se faire des compliments et donc tout ça, il faut le prendre en note. Encore une fois, c'est pour pousser un peu, je vais faire le symbole de je dégage
le petit diable qui est sur mon épaule et qui, lui, arrête pas de me critiquer. Et je fais en sorte de bien ancrer le petit ange qui, lui, va m'encourager, qui va me féliciter et qui me pousse à continuer dans mes efforts. Qui ne me pousse pas à être meilleur, donc il ne me pousse pas à la perfection, il me pousse à continuer à m'améliorer et il me pousse à continuer à apprendre. Parce que c'est ça qui va nous permettre de faire mieux et déjà d'être content de nous. Et donc ça, c'est aussi important. Ça va aussi nous permettre de prendre du recul parce que quand on va prendre le temps de d'écrire toutes ces petites choses, et ben à un moment donné, ça va rééquilibrer un peu notre perception, c'est-à-dire que bah, le diable, il est en train de dégager et le petit ange qui nous amène de la confiance en nous, bah, il prend un peu plus de place. Et donc même dans notre langage, encore une fois, en réunion, en entretien d'embauche, ou même en famille, en couple, hein, ça va jouer, et ben notre vocabulaire va être beaucoup plus positif et on verra qu'on est beaucoup moins dans le: «Ouais, mais non, en fait, je suis pas terrible. Non, mais je sais pas. Non, mais j'espère, je pense, j'ose». Bah, non, on va vraiment être sur quelque chose de, «Oui, j'ai envie de le faire. Oui, j'ai envie d'apprendre à le faire. Oui, je veux essayer de le faire». C'est pas: «Non, mais je sais pas si j'en suis capable». Non, oui, j'ai envie d'apprendre à le faire. Je ne connais pas. Bah, tu me proposes de la mécanique, bah, écoute, j'y connais rien jusqu'à présent. Je serais ravie d'en apprendre davantage avec toi. Hop, on change la phrase pour qu'elle soit toujours positive. Et en fait, il faut que ça devienne naturel. Plus on va reprogrammer nos pensées, c'est un peu comme entraîner un muscle, hein. Plus vous le faites, et ben, plus ça devient naturel et plus votre muscle il est fort. C'est comme le sport, au départ, on déteste tous ça, et puis bah, après, on y prend goût. Bon, bah, là, c'est exactement la même chose. Au début, on n'est pas très doué, on est un peu fébrile à le faire, on voit peut-être que 2 compliments dans la journée. À la fin, on remplit les pages, c'est juste oufissime. Donc c'est de la pratique. Vous mettez pas non plus, encore une fois, pas de pression. L'idée, c'est d'en faire peut-être un compliment par jour, puis 2, puis 3, et vous allez progresser au fur et à mesure. Et ça, c'est ce qui vous permettra vraiment d'avancer crescendo, quoi. Syndrome du vieux has-been, ça existe. Je viens de voir le message de Béatrice. Je vois mon incompétence à utiliser Zoom en mobilité. Mais non, c'est justement l'occasion d'apprendre à utiliser Zoom différemment que derrière un ordinateur de façon classique. Donc, c'est ça aussi qui est bien. C'est une nouvelle, voilà, c'est une nouvelle manière d'utiliser Zoom. Donc, tout va bien. Autre technique là, qui est aussi que je trouve plutôt, pratique, c'est la pratique de l'autocompassion. Ça, vous en avez certainement déjà entendu parler. On est parce qu'on est souvent, beaucoup plus dur envers nous-mêmes, que pourrait l'être un ami, un membre de la famille ou que sais-je, et donc bah, bah, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, et souvent, bah, vous allez dire: «Bah ouais, tu as raison, tu es nul». On dit pas ça à nos potes. Si quelqu'un a peur de quelque chose, on va pas dire: «Bah oui, c'est vrai que tu es nul, pourquoi tu fais ça?» Non, on va plutôt l'encourager, en fait. Et ben vous devez faire la même chose avec vous-même. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire: «Bah, je suis nul, j'ai fait cette erreur, oh là là, mais mon projet, mon manager va le voir, il va me virer». Bah non, en fait, parlez-vous comme si vous parliez à un ami, de manière sympa. Alors même si des fois on dit des choses cash à nos potes, on essaie quand même d'être bienveillant la plupart du temps. Donc encore une fois, c'est bah, OK, là j'ai peut-être pas rendu un projet, nickel, mais a priori, c'est déjà pas mal. J'ai fait de mon mieux avec le temps qui m'était donné, avec les connaissances que j'ai ou avec, les équipes, on a travaillé à plusieurs dessus. S'il y a des améliorations à faire sur ce projet, mon manager viendra me dire ce que je dois améliorer. OK, je suis bienveillant, je suis pas en train de m'auto-saboter encore une fois. Donc l'autocompassion, c'est aussi important. C'est un peu comme si on faisait des câlins à soi-même, hein, donc c'est aussi, c'est aussi nécessaire. Il y a aussi la visualisation et tout ce qu'on parle d'ancrage. Encore une fois, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation qui est réellement vécue par la personne ou une situation qui est imaginée. Et en fait, et on le voit très souvent avec les sportifs, encore une fois, avant, je prends l'exemple par exemple allez, de ceux qui font des compètes de ski. Et ben le skieur, avant, quand il s'entraîne ou quand il est en train avant de partir faire son slalom ou que sais-je, on les voit, ils font les gestes. Et en fait, ils sont en train de visualiser leur parcours pour justement se préparer à la compétition. On le voit aussi avec les gens qui font des courses automobiles. Vous les voyez faire tout le langage corporel qui parle, comme s'ils étaient sur la piste déjà, on va dire, 1er virage machin, 2e virage truc muche, là j'appuie à fond. Et donc ils sont en train de revivre la scène. Et en fait, ils sont en train d'habituer leur cerveau à vivre cette scène parce que le cerveau, que la personne soit en train d'imaginer la situation, il ne sait pas que c'est une imagination. Le cerveau, pour lui, il est en train de vivre la course. Et donc,
en plus de l'adrénaline que ça suscite, eh bah, le cerveau, il voit que la personne est capable de faire la course et donc quand il va réellement faire la course, pour lui, le cerveau est beaucoup plus zen parce que, bah, ça fait 10 fois, 20 fois, 100 fois qu'on est en train de simuler, donc cette situation alors qu'en fait, elle était imaginée. Mais comme le cerveau ne le sait pas, lui dit: «Bah, ça fait 100 fois que je le fais ce tour de piste. Je le connais par cœur». Donc en fait, les gestes sont mécaniques parce que pour le cerveau, c'est une habitude qu'il a prise. Et donc plus vous allez pouvoir, justement, je sais pas moi, avant une réunion, vous êtes un peu stressé et ben, imaginez-vous, faire cette réunion, imaginez-vous être à l'aise, imaginez-vous être, dans une salle qui est, bien éclairée, des fauteuils confortables, la connexion à Zoom qui cartonne. Imaginez que tout se passe bien. Donc prenez 5 minutes avant la réunion pour imaginer que tout est nickel, que les questions à la fin, vous savez y répondre, que vous puissiez produire un compte rendu nickel, que tout le monde est content. Je sais pas moi, stand innovation, tout le monde vous applaudit, on vous offre le déj. Imaginez ce que vous voulez. Mais imaginez que ce soit du positif. Et en fait, plus vous allez revivre ces moments où vous avez justement performé, plus ça va activer cet état de confiance en vous. Et en fait, ça va habituer votre cerveau à cette idée que vous êtes totalement légitime à animer une réunion, à prendre tel projet, à passer un entretien, à faire de la course automobile, peu importe ce que vous voulez. Encore une fois, l'idée, c'est d'habituer votre cerveau que tout va bien se passer et que parce que vous êtes déjà doué. Et donc, encore une fois, ça va en modifiant votre cerveau, en le reprogrammant, vous allez aussi reprogrammer votre vocabulaire parce que bah, du coup, vous allez en parler de vous avec beaucoup plus de confiance et avec des mots toujours plus positifs. La comparaison aussi, c'est un moteur de progression, la comparaison positive, j'entends bien. L'idée, on se compare à soi-même, on ne se compare pas aux autres. C'est-à-dire qu'on va regarder ses progrès. Comment j'ai progressé sur 1 an, comment j'ai progressé sur 5 ans, et vous allez noter et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important si vous voulez préparer vos évolutions dans votre carrière, c'est de noter comment vous avez évolué. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez su faire? Qu'est-ce que vous avez réalisé comme projet? Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Qu'est-ce qui vous a rendu fier? Tout ça, ce sont des choses qui vont être ultra importants à mettre en place. Et l'idée, encore une fois, c'est aussi de prendre du recul sur les réseaux sociaux. Rappelez-vous que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. C'est quelque chose qui a été tourné, qui a été filmé, scénarisé. La personne a peut-être pris 20 photos avant de publier la photo avec max de filtres qui lui plaisent. Donc, ce n'est pas la réalité. Et puis, remplacer plutôt l'envie on est très doué pour envier les gens en France, mais remplacez-la par de l'inspiration. Et on le voit, et on voit les différences de culture aussi, et de mindset en fonction des pays. En France, si quelqu'un réussit, il y a beaucoup de jalousie et c'est non, mais il a forcément fait quelque chose de pas bien pour réussir. C'est forcément lié à quelque chose de mauvais. Dans d'autres pays plus anglo-saxonnes, si on a réussi, c'est: «Oh, trop bien, mais comment il a fait? J'aimerais trop avoir sa recette. Oh là là, mais attends, je vais regarder, je vais essayer de l'apprendre, je vais essayer de comprendre». En fait, la personne va nous inspirer et plutôt que du coup, de changer cette phrase, c'est: «Pourquoi lui et pas moi?» en mode: «Je suis jaloux», bah, c'est: «Bah, qu'est-ce que je peux apprendre de son parcours qui me permettrait de faire aussi bien, faire aussi quelque chose de positif pour moi?» Et donc c'est, comment je peux apprendre grâce à et pas comment, pourquoi lui, non. L'idée c'est d'apprendre grâce aux autres, d'apprendre aussi grâce à tout ce qui existe. Encore une fois, on est sur de la progression. Ça, c'est des outils qui sont vraiment puissants. Ça demande encore une fois de la pratique régulière. L'idée, vous avez retenu, c'est pas d'être parfait du jour au lendemain. On est dans de la progression petit pas à petit pas. Moi, j'adore le système des petits pas. Donc, l'idée, c'est d'y aller crescendo. D'ailleurs, petit exercice à faire à la maison. L'objectif, ça va être de noter 3 réussites et d'expliquer pourquoi c'était pas de la chance. Amusez-vous vraiment à le faire à la maison. L'idée, encore une fois, c'est de changer votre perception des choses. On prend un bout de papier ou une note sur son téléphone, 3 réussites personnelles ou professionnelles dont vous pouvez être fier. N'ayez pas peur du mot fier, parce que souvent il fait peur ce mot fier. N'ayez pas peur. Et demandez-vous pourquoi c'était pas de la chance. Demandez-vous quel effort vous avez mis en place, quel type de décision, comment vous y êtes arrivé, comment vous avez développé des compétences pour mener à bien justement ce succès, cette réussite, cette fierté. Ça, c'est important parce que ça va, encore une fois, permettre de remettre en question la pensée automatique. On n'oublie pas la pensée automatique on attribue nos succès à des facteurs qui sont externes, la chance, les autres.
Là, l'idée, c'est je veux vous pousser à prendre conscience de vos compétences et de votre valeur. 3, ça va, c'est pas beaucoup, on est d'accord. Et ben, on va même essayer d'en faire 10 et pourquoi pas 30 et pourquoi pas 50 et moi, je dis même: «Allez, on vise les 100 carrément». Parce que l'idée, encore une fois, c'est petit pas par petit pas, hein, j'ai envie de dire cap ou pas cap. L'idée, c'est d'aller au-delà de ces 3 réussites et d'essayer d'en trouver un maximum. Souvent en coaching, je vais jusqu'à 100 avec les candidats. Alors j'ai toujours les gens qui crient: «Oh 100 Amélie, c'est énorme!» Non, quand je fais le ratio avec l'âge, souvent ça les vexe en disant: «Bah oui, c'est vrai, je peux trouver 100 réussites assez facilement, 100 choses pour lesquelles je peux être fière». Et encore une fois, c'est des choses personnelles et professionnelles. C'est habituer votre cerveau à être reprogrammé pour changer vraiment votre discours intérieur. Si vous le faites régulièrement, d'aller trouver tous les jours 3 choses pour lesquelles vous pouvez être fier, 3 choses tous les jours différentes, bah, vous allez voir que vous allez commencer à accepter beaucoup plus naturellement vos succès. Vous allez vous trouver naturellement légitime. Donc ça, si vous y arrivez, franchement, chapeau. J'ai envie de dire, si vous y arrivez, hésitez pas, vous m'envoyez un petit message sur LinkedIn, mais ça y est, j'ai les 100. Ça me ferait trop plaisir. Et je me dis que c'est vraiment quelque chose qui est faisable, qui est réalisable. Si vous voulez, alors vous pouvez prendre une après-midi, poser dans un fauteuil au chaud et partir sur les 100. Mais sinon, vous pouvez aller étape par étape, 3 par 3. C'est très bien aussi, 3 par 3. Encore une fois, on ne cherche pas à aller trop vite non plus. Mais ça, c'est vraiment un très bon exercice. Et encore une fois, si vous avez des ados à la maison, vous pouvez le faire avec vos ados parce que ça va aussi les aider à avoir beaucoup plus confiance et à oser. Ça peut être oser prendre la parole quand ils sont à l'école, oser prendre la parole quand ils sont en alternance dans l'entreprise, oser exprimer leurs émotions. Moi, souvent, je leur dis, vous pouvez être fiers. Alors, souvent, je prends l'exemple qui a déjà eu son permis du premier coup. Donc, si on les voit lever la main, ok, bah, c'est une chose dont vous pouvez être fier. Qui l'a eu du deuxième ou du troisième coup, bah, vous pouvez en être fier aussi. C'est la persévérance. Voilà, c'est qui a déjà appris à dire non à son manager, bah, vous pouvez en être fier. Donc, ouais, il y a plein de choses pour lesquelles on peut vraiment être fier. Et vous allez voir que les 100, en fait, ils arrivent très, très vite. Une importance aussi liée aux soft skills et au personal branding, parce que plus vous allez avoir confiance en vous, plus aussi il faut le faire rayonner, cette confiance, parce qu'il faut que ça se sache. N'oubliez pas que il faut développer votre pouvoir d'attractivité aussi, ça va être bon pour votre carrière. Et on va voir aussi que le fait de renforcer notre confiance, ça passe par aussi les soft skills et notre manière de nous présenter. Et en fait, les compétences techniques, oui, elles sont importantes, hein, mais aujourd'hui, on le sait, 85 de nos succès professionnels sont liés à nos soft skills, donc pas les hard skills, c'est plutôt les soft. Et en fait, d'ailleurs, c'est même une étude de Harvard et de Stanford qui l'ont démontré. Et en fait, l'idée, c'est que ce qui fait la différence dans une carrière, c'est justement notre capacité à bien communiquer, à réseauter, à discuter avec les gens, à gérer nos émotions, notre capacité à nous adapter. Ça, c'est ce qui est vraiment important. Encore une fois, plus vous allez à un moment donné, alors oui, vous allez avoir plein de connaissances, vous avez appris plein de choses, l'apprentissage est important, mais on peut aussi apprendre sur des soft skills. Il va être aussi important d'apprendre à se valoriser et à mettre en avant ce qu'on est capable de faire, ce que l'on sait faire. Et donc, ça, encore une fois, je vais apprendre à mieux me positionner dans l'entreprise, c'est-à-dire que je vais communiquer sur le fait que j'ai réussi tel projet, je suis fière d'avoir travaillé avec un tel, je suis fière d'avoir trouvé tel client. Je vais le dire parce que si je ne le dis pas, personne ne le saura dans l'entreprise, donc personne ne va me voir et personne ne va venir me chercher. Ça va permettre justement de saisir des opportunités de carrière, qu'elles soient dans l'entreprise ou qu'elles soient à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous parlez de vos projets, de vos missions, de votre entreprise, de votre métier, de votre secteur, eh ben, ça va se savoir et donc on va venir vous chercher. Et forcément, puisqu'on va venir vous chercher, qu'on va venir vous proposer des choses, ça va un peu renforcer votre assurance, votre crédibilité. Votre cerveau va être content. N'oubliez pas le petit ange qui est à côté de vous et qui est là pour vous encourager. Eh ben, vous allez reprogrammer votre cerveau et lui, il va du coup continuer à être ultra positif, en tout cas de plus en plus positif. Et quand vous allez passer des entretiens ou quand vous allez animer des réunions, et ce côté positif va ressortir continuellement et les gens vont dire oh mais c'est trop bien d'être avec toi, t'es ultra inspirante, t'es ceci, t'es cela. Et ça c'est parce que c'est ce côté positif, vous croyez en vous et vous le mettez en avant et vous savez du coup l'exprimer.
parce que, bah, vous réduisez, le petit diable, parce qu'il y aura toujours les petites critiques de temps en temps, mais il diminue en taille. Je ne sais pas si vous la prochaine fois, je mettrai des hologrammes, sur moi pendant que je présente. Mais voilà, l'idée, c'est que l'ange soit plus grand que le petit diablotin, qui est constamment en train de nous critiquer. Heu, les soft skills, hein, je l'ai dit, c'est ultra important parce que, heu, le fait de la communication, c'est comment je vais arriver à m'exprimer avec clarté, avec assurance. C'est-à-dire que les choses que je vais dire, je sais pourquoi je l'ai dit, je sais comment je l'ai dit et je sais comment je vais, me valoriser aussi. Le réseau, quand je disais, c'est le fait d'arriver à s'entourer des bonnes personnes. Je n'ai pas peur d'aller poser des questions à des gens. Avant, n'oubliez pas, avec le syndrome, on avait peur de poser des questions parce qu'on voulait passer pour un expert. Là, au contraire, je veux apprendre des autres. J'ai du plaisir. Les autres m'inspirent. Donc, j'ai envie de leur poser des questions. Comment tu fais ci? Pourquoi tu as fait ça? Et là, qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil? Et donc, du coup, je suis en train de réseauter, en fait, inconsciemment. Je suis en train de travailler mon réseau professionnel pour justement amener des opportunités. Et puis, plus je vais avoir confiance en moi et plus je vais parler de moi positivement, et ben, je vais réduire mon stress, je vais réduire les doutes que je peux avoir et donc, je vais apprendre aussi à exprimer mes émotions. Je vous renvoie, je crois que vous avez déjà eu des webinaires sur la CNV, donc la communication non violente, qui apprend à exprimer les choses en passant par la gestion des émotions. Donc, effectivement, arriver à exprimer ses émotions, on peut dire qu'on est triste, qu'on est en colère, on peut dire qu'on est heureux. Donc, toutes ces émotions, on a le droit de les verbaliser. Ce qu'il faut, c'est arriver à les expliquer. Et plus on arrive à les verbaliser, à les expliquer, plus ça va être facile de trouver une solution. Et puis, forcément, comme on est en mode apprentissage, ça va nous apprendre aussi la résilience parce qu'on sait que face aux défis qu'on va rencontrer, aux difficultés, que l'on va croiser sur le bord de la route, eh ben, on est capable de rebondir parce qu'on est toujours en mode apprentissage. On ne cherche pas la perfection, on cherche à faire du mieux qu'on peut avec ce que l'on a et chaque jour, on apprend davantage pour pouvoir nous améliorer et donc ça va travailler votre confiance en vous et cette résilience d'être capable de dire: «Je peux passer, je peux, là où je voyais avant une montagne, en fait, je vois juste un ensemble de petits cailloux que je suis en train d'enlever au fur et à mesure et je vais pouvoir passer et avancer et continuer mon chemin». Donc encore une fois, c'est pas juste des concepts abstraits, hein, c'est vraiment des compétences que l'on peut travailler et développer, les soft skills et plus vous allez les renforcer, plus vous allez, limiter l'impact de ce syndrome de l'imposteur et ça, c'est vraiment important. Et puis côté personal branding, encore une fois, l'idée c'est c'est l'image que l'on va renvoyer aux autres. On dit souvent c'est ce que les autres disent de vous quand vous avez quitté la pièce. C'est aussi un levier qui est très puissant pour se sentir légitime, pour renforcer sa confiance en soi. Donc vous allez pouvoir définir votre image professionnelle, qui je suis, qu'est-ce que j'apporte aux autres. Donc ça, c'est aussi important de se poser ce genre de questions. Vous allez pouvoir créer un peu un dossier de preuves, c'est-à-dire que enregistrer quelque part ou noter-les toutes les réussites, conserver les retours positifs. Si vous recevez des emails avec des retours positifs de ce que vous avez fait, conservez-les, ça fait du bien. C'est toujours un plaisir à relire quand vous avez ces petits moments de doute, quand le petit diablotin il reprend un peu trop de place. Vous réouvrez votre dossier avec toutes vos preuves que vous avez mis dedans et vous relisez toutes vos réussites, vous relisez toutes vos fiertés, vous relisez tous les emails positifs que vous avez pu recevoir. Et là, vous allez dire ah ça fait du bien. Et comme ça, le petit diablotin il rediminue un petit peu et on le renvoie dans ses 22. Bon, forcément, parce que moi j'adore, je vais vous dire d'optimiser LinkedIn, hein. Tout ça, j'y passe beaucoup de temps. Mais n'ayez pas peur de publier du contenu, de valoriser votre parcours, d'interagir avec le réseau. C'est un très bon moyen de vous faire repérer, remarquer et d'avoir encore une fois plein d'opportunités. Osez parler de vos réussites, que ce soit en réunion, en entretien, défendez le travail, ne vous sentez jamais arrogant. C'est souvent quelque chose que les gens me disent en plus: «Ah mais là, c'est un peu trop arrogant». Je dis: «Non, c'est juste une réalité. On est doué ou on n'est pas doué? On est en train d'apprendre tel truc, donc il y a des choses qu'on sait faire déjà. Donc il faut le dire. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas aux enfants quand ils sont petits à valoriser les réussites, à en parler, à mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on vit. Donc n'ayez pas peur de dire, voilà, j'ai travaillé sur tel projet, je suis très contente de moi, ça a porté ses fruits, on m'a permis sur ce projet de réaliser telle et telle chose, grâce à ça l'entreprise a pu faire ça. Aujourd'hui, j'ai envie plutôt d'aller vers ce type de projet. Vous pouvez aussi avoir des envies et les proposer à votre direction. Ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est des outils professionnels, mais c'est pas que ça. Encore une fois, c'est un levier pour changer vraiment votre perception de vous-même. Plus vous allez arriver à aller vers les autres, à parler de vous, plus vous allez apprendre à vous valoriser
et à mettre en avant toutes vos forces, plus votre syndrome de l'imposteur, donc ce petit diablotin, il va disparaître. Et ça, c'est vraiment important. Plan d'action du coup pour gérer le syndrome, vous allez voir, c'est un plan d'action en 5 étapes si je ne me trompe pas. 1, ça va être d'identifier. L'idée, encore une fois, c'est on identifie toutes nos pensées limitantes, tout ce qui... l'objectif, ça va être de prendre conscience. Donc c'est vraiment la première chose. Pendant une semaine, pendant un mois, on va observer tous ces moments où on a potentiellement un doute. On doute de sa propre légitimité, on doute de ce qu'on est capable de faire, on doute de ce que l'on peut apporter à quelqu'un. J'ai un tel qui veut que je l'aide, mais non, mais je ne suis pas compétente, pourquoi il me demande de l'aide? Je ne sais pas, moi. Si, mais tu sais. Et en fait, on va noter toutes ces pensées dans un carnet ou sur son téléphone, hein, peu importe, et on va se poser la question, si un ami me disait ça, qu'est-ce que je lui répondrais? Si un ami me disait: «Non, mais je ne suis pas compétent pour», si un ami me disait: «Non, mais tu vois, moi, je suis nul», qu'est-ce que moi, j'aurais envie de lui répondre? Donc encore une fois, devenez cet ami bienveillant pour vous-même. C'est, apprenez à reconnaître tous ces schémas que l'on a où on veut un peu s'auto-détruire et on va justement essayer de les déconstruire. Donc on identifie ce genre de choses, c'est ultra important. Ensuite, on va les noter. Donc OK, comme le syndrome de l'imposteur a tendance à nous faire oublier un petit peu toutes nos réussites, tous nos succès et tous nos petits compliments, ben nous, on va tenir un journal des réussites parce que c'est important. Donc en fait, chaque jour ou chaque semaine ou même chaque mois, on va noter une victoire. Petite ou grande, il y a pas c'est pas la taille qui compte, on le sait bien. Donc on va noter toutes nos victoires et on va relire ce journal régulièrement parce qu'on va chercher à renforcer encore une fois dans notre cerveau, hein, qui est fainéant et qui préfère ce qui fait peur plutôt à ce qui fait du bien. Et on va plutôt aller lui renforcer toute cette confiance, on va lui renforcer le fait qu'on est compétent, on va renforcer le fait qu'on a des atouts, oui, on fait des efforts, qu'on est capable d'apprendre. Et en fait, encore une fois, c'est aucune réussite ne vient de nulle part. C'est forcément le fruit de votre travail. Donc, si vous réussissez quelque chose, c'est parce que vous avez travaillé pour réussir. Ça, il faut jamais l'oublier. Donc, on a identifié, on a noté. En 3, on va accepter. Ben oui, c'est normal. De temps en temps, il y a des choses qui fonctionnent pas bien. Et ben, ça fait partie de l'apprentissage. Tout à l'heure, c'était Zoom qui voulait pas. Et ben, ça fait partie de l'apprentissage. Et en fait, on va remplacer cette peur de l'échec. N'oublie pas, cette mentalité de croissance, c'est ça qu'on veut, pour se dire, chaque défi, c'est une chance, c'est une opportunité d'apprendre et de m'améliorer. Et au lieu de dire, je suis pas bon à ça, on va plutôt dire, je suis en train d'apprendre. Je ne connais pas, et j'ai hâte d'apprendre. On va transformer à chaque fois nos petites phrases. Et demandez-vous après chaque difficulté, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience? Vous allez écrire, vous allez remplir des pages et des pages d'un carnet, hein. Prenez un carnet A4 bien touffu, et vous allez voir que vous allez très vite le remplir. Ça, c'est vraiment ce petit carnet, c'est votre ami pour la vie, quoi. Et plus vous allez le travailler et plus vous allez voir les mots vont sortir beaucoup plus facilement. Ensuite, on va oser demander un feedback. Ben oui, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui évitent, de faire des retours ou de demander des retours parce qu'ils ont peur d'être jugés. Mais en réalité, quand on a un feedback, bienveillant bien sûr, j'entends, c'est quand même un levier de progression. Parce qu'à un moment donné, quand on a travaillé sur un projet, on peut aller demander, à un collègue, à un manager, à, une personne avec qui on a travaillé en transversalité sur un projet, de nous faire un retour constructif justement sur notre manière de travailler, notre manière de tenir les deadlines, notre manière de gérer le budget, notre manière de manager. Il peut y avoir plein de choses. Et l'idée, encore une fois, c'est de voir ça comme un outil d'amélioration. C'est pas un jugement. Et plus on va recevoir des feedbacks, encore une fois, plus on va gagner en confiance parce que c'est des vraies compétences qu'on est en train de développer, c'est nos fameux soft skills, et c'est quelque chose qu'on est en train d'améliorer, d'apprendre, de peaufiner. Encore une fois, on ne cherche pas la perfection, on fait avec ce qu'on a, mais à chaque fois, on fait avec des petites choses en plus parce que plus ça va et plus on est à l'aise. Et puis, on va s'autoriser à réussir sans chercher de justification. J'ai eu de la chance, on l'oublie. C'était passé compliqué, on l'oublie. C'est 3 fois rien, on l'oublie. On va remplacer encore une fois tout ça par des mots positifs. Donc on va accepter les compliments. On sait, voilà, merci, j'ai travaillé dur pour y arriver. Merci, ça fait plaisir de voir que mon travail est reconnu à sa juste valeur. On va donner le droit de réussir. On va se donner le droit d'être reconnu pour notre valeur, que ce soit pour nous-mêmes ou auprès des autres. Parce que c'est aussi important que les autres l'entendent, qu'on a de la valeur. Ça aussi, c'est important.
Et ça, c'est vraiment des éléments qui sont essentiels. Le fait de se donner vraiment toutes ces actions. Et l'idée, encore une fois, c'est de passer à l'action. Passer à l'action dès aujourd'hui. C'est-à-dire là, à bientôt 14 heures, je me rends compte qu'il me reste moins de 10 minutes, je suis très bavarde, et ben, on va tout de suite commencer à se noter nos réussites, on va tout de suite transformer nos phrases négatives en phrases positives, on va tout de suite prendre plein de notes. Donc les 5 étapes, on n'oublie pas, identifier, noter, accepter, oser et s'autoriser. C'est vraiment, bah voilà, c'est bien 5 étapes. Et pour finir, promis, ce sera mes derniers mots. C'est un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais surtout tout ce que vous pouvez faire, c'est quelle est la première action que vous allez mettre en place dès demain, voire même dès maintenant, j'aurais dû écrire, pour commencer à dépasser le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est vraiment des petits éléments que voilà, je vous invite à faire. On a vu plein de choses, hein, vous avez vu, on a vu que ça touche 70% des personnes, qu'on a plein de biais cognitifs liés à ça, que c'est aussi lié à notre éducation, à notre environnement professionnel, que ça se manifeste par des doutes, de l'auto-sabotage, la peur d'être démasqué, mais qu'on a vu aussi toutes les stratégies concrètes pour les surmonter, comme le discours intérieur, le fait d'accepter les réussites, de travailler son personal branding, voilà. On a vu énormément de choses. Je vous partage aussi du coup trois ressources qui peuvent être utiles. C'est The Secret Throw of Successful Women, je parle anglais comme une vache espagnole, de Valérie Young, qui est très bien, qui a été, je ne sais pas si, je crois qu'il a été traduit aussi en français. Vous avez des TED de Amy Cuddy sur le pouvoir de la posture. Vous avez plein de TED Talks. Vous avez sur une chaîne YouTube, vous avez plein de choses là-dessus qui peuvent aussi être très intéressants. Et vous avez le fameux mindset de Carol Dweck sur la mentalité de croissance, qui a été traduit aussi en français pour ceux qui le souhaitent, qui peuvent aussi être de très bonnes lectures pour continuer cet apprentissage et qu'on mette à mal ce petit diablotin du syndrome de l'imposteur. Et puis vous pouvez me suivre sur LinkedIn aussi, ça fait pas de mal. Voilà pour moi. Si vous avez des questions, hop, je check le chat. N'hésitez pas, si vous voulez même ouvrir vos micros et échanger avec moi, ce serait avec grand plaisir. J'ai eu la chance, j'ai saisi la chance, car à ce moment-là, j'avais les compétences pour la reconnaître et la saisir. Bravo, ça c'est beau ça, Marine. Et oui, moi, juste un commentaire pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur, ce qui est un travail qui peut s'étaler sur plusieurs années parce que chasser le naturel, il revient au galop. Mais je vous propose une phrase que j'avais entendue, je ne sais pas où, je l'ai partagée avec mes patrons, avec mes collègues. C'est génial. Je crois que c'est très vrai. C'est les seuls qui ne ressentent pas le syndrome de l'imposteur, ce sont les vrais imposteurs. Ouais. Tous les autres, tous les gens réellement compétents le ressentent un jour. Et d'ailleurs, je crois, Amélie, que depuis quelques années, je crois que j'ai lu qu'on ne parle plus du syndrome de l'imposteur parce que ça fait trop pathologique et vu que ça concerne tout le monde, enfin tous les gens bien, je crois qu'il paraît qu'on parle maintenant d'expérience de l'imposteur. Ok, expérience, je ne l'avais pas entendu, J'ai lu ça mais ok. quelque part. Je vais aller creuser. Merci. Bonjour Émilie, moi j'ai une petite question un peu cynique, c'est que ça veut dire qu'il y aurait beaucoup de burn-out aujourd'hui qui sont, j'y vais avec plein de guillemets, hein, qui sont de la responsabilité des gens et de leur propre gestion mentale. Ce que tu Il es y a en les... train de dire, c'est qu'on peut avoir un budget sécu de thérapie autour du syndrome de l'imposteur pour que On pourrait, ouais. On la pourrait santé presque. au travail aille mieux. Ouais. En fait, c'est comme c'est une accumulation de plein de Bien choses. sûr. C'est à la fois les contraintes extérieures, que ce soit entreprises et autres, mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à appuyer sur le frein et à s'écouter, soit à écouter son corps, parce que souvent, avant le burn-out, le corps nous a quand même envoyé pas mal de signaux. Comme on est la tête dans le guidon et encore une fois, on veut pas, on veut faire mieux, on veut continuer, on pense qu'on est capable, à un moment donné, le corps, il lâche totalement. Donc, il y a plein de responsabilités, entre guillemets, en jeu. Mais oui, et qui poussent aujourd'hui. Et c'est pour ça, alors, il y a les vrais burn-out, il y a les burn-out un peu camouflés en juste un gros coup de fatigue. On a quand même beaucoup de tout. Hein. C'est devenu aussi très à la mode de dire « Oh, je suis en burn-out ». Mais 2 semaines après, on est quand même toujours en train de travailler. Donc voilà, mais ceux qui ont vraiment connu le burn-out, oui, à un moment donné, ils sont allés beaucoup trop loin, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai, entre guillemets, boulevard pour les entreprises d'aller sur de la sensibilisation en notion de syndrome Oui. d'imposteur. Oui, beaucoup ils mettent ça sous la thématique de la santé mentale. Oui.
en entreprise. Donc il y a pas mal de formations, autour de la santé mentale où c'est évoqué. D'accord. On parle de justement comment accepter des compliments, on parle de la CNV souvent dans la santé mentale. Donc en fait, il y a plein de petits éléments qui sont dedans, mais on met pas le terme effectivement syndrome de l'imposteur OK. ou, expérience de l'imposteur du coup maintenant. Ouais. D'accord, merci. De rien. Je vois Vincent qui dit un autre petit hack: «Arrêtez de se dire: "Ah mais non, suis-je bête?"» Oui, ah oui, celui-là, il est terrible, mais plutôt: «Ah tiens, je me suis trompé». Ouais. C'est toutes ces petites phrases, hein, elles sont incroyables, le de, de danger pour nous et vis-à-vis à notre manière notre cerveau va les enregistrer, hein. Mais oui, c'est une très bonne phrase ça, «Ah mais oui, suis-je bête?» Ça c'est on l'a tous dit au moins une fois dans notre vie, hein, là, ou quand on rate quelque chose ou même quand on perd à un jeu: «Oh là là, je suis nulle, j'en ai marre». Non, tout sauf ça. On refait une partie pour que je te batte? Ça, c'est mieux. Puis là, l'idée, c'est qu'en plus avec ce webinaire, l'objectif, c'était aussi d'avoir plein de pistes pour, parce qu'on le voit aussi beaucoup avec les jeunes, avec les ados, ce syndrome est aussi très présent, chez les jeunes qui se comparent aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, hem, l'accès aux réseaux sociaux qui est beaucoup plus aujourd'hui que que moi à mon époque, mais effectivement ça joue sur la confiance en soi, en fait. C'est l'accès à l'information et accès à certaines données qui font que, c'est pas forcément la réalité qui s'ouvre à nous et on n'a pas forcément quand on est ado, le cerveau totalement, parce que j'avais lu que le cerveau finissait sa construction, vers les 23-25 ans. Donc heu, donc en fait, alors n'allez pas dire à vos ados que leur cerveau n'est pas fini. C'est normal que tu es pas doué, ton cerveau il est pas fini. Non, on ne dit pas ça, mais qu'a priori effectivement, toutes les constructions neuronales se finissaient que vers les 23-25 ans. Donc il y a encore plein de choses qu'on apprend quand on est jeune adulte et c'est tout à fait normal, quoi. Hem, Moi, si je peux me permettre, c'est une petite réflexion quand je disais, je suis trop vieille pour utiliser Zoom, c'était une demi-joke parce que je pense que dans le monde actuel, il y a je ressens, moi en tout cas, en étant effectivement plutôt, dans les populations qui travaillent âgées, j'ai vraiment, ressens de la part des jeunes collègues, des problèmes de reconnaissance et donc ça ne m'aide pas à combattre le sentiment d'imposteur. Voilà, c'est tout. Merci. Philippe qui parle effectivement, aller voir l'effet aussi, Dunning-Kruger, effectivement. Je regarde tous les petits commentaires. Oui, vous avez effectivement le livre «Les vertus de l'échec» de Charles Pépin, effectivement, qui est très bien aussi. Vous en avez plein, ça. J'en ai pas mal dans ma bibliothèque aussi. Et comme le dit très bien, hop, qui je l'ai vu passer, c'est Pascal. Merci, il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se lancer. Merci à tous en tout cas pour votre participation et votre bonne humeur. Partons maintenant à la chasse à tous ces petits mots positifs et continuons à nous encourager. Nous sommes tous des personnes, toutes des personnes formidables et exceptionnelles. On mérite tous de réussir. Donc, j'ai envie de vous dire à très bientôt. Je crois que certains me disent à la prochaine. Bah oui, on se retrouve tous les mois, comme d'hab. Rendez-vous très bientôt pour de prochaines aventures. Et puis, n'hésitez pas, de toute manière, ce webinaire sera en replay sur le YouTube de l'ESCA. Donc, vous pourrez le voir et le revoir à votre guise autant que nécessaire. Vive la progression. Merci à tous. Excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.